Anthony Rodolphe nous parlait tout à l'heure suggérait en fait le fait que les robots d'Asimov et le cerveau positronique pouvaient surtout servir de base à des expériences de pensée sur ce que pourraient être les robots du futur ou les comportements humains. Est-ce que c'est aussi comme ça que tu comprends l'intention d'Asimov dans ses œuvres, dans cette œuvre-là? Alors, moi j'ai relu récemment l'introduction que Asimov fait à son grand recueil de nouvelles sur les robots, où il explique qu'au début son idée était que avant que lui écrive justement sur les robots, il avait l'impression que les robots étaient un peu dans le même paradigme, la même perspective que Frankenstein, que c'était une sorte de créature produite par l'homme et qui finalement se retourne contre son créateur et qui plus ou moins le détruit, l'effraie, enfin, et qui pose un certain nombre de problèmes. Et ce que Asimov, ce qu'il explique ce qu'il a voulu faire, c'était enlever cette dimension-là, ce problème du complexe de Frankenstein du robot, pour en faire quelque chose comme une sorte d'outil ou de machine ou de quelque chose de fonctionnel. Voilà, et que c'était les trois lois qui permettaient justement d'éliminer ce problème de la révolte des robots contre l'homme, ce problème de Frankenstein, justement à cause des trois lois qui pouvaient brider le robot et donc l'asservir à l'homme. Bon, plus tard dans ces nouvelles, on voit que cette thématique des humains qui peuvent se sentir inférieurs aux robots et qui du coup ne le veulent pas dans leur société, ou tous ces problèmes d'enfreindre la première loi, sont souvent mis en scène dans ces nouvelles. Mais je crois qu'effectivement ce qu'a amené Asimov, c'était de pouvoir penser le robot comme un objet technique et non plus comme un objet, disons, métaphysique, de créature engendrée par l'homme. Voilà, je pense que c'était au départ son projet. Je vais revenir à Rodolphe. Pour te faire remonter essentiellement ce que vient de suggérer Philippe qui nous parlait d'inconscient des robots. On ne sait pas donc, il me semble qu'on ne sache pas encore véritablement faire quoi que ce soit qui ressemble à une intelligence artificielle au sens où on peut l'entendre chez Asimov, qui a de l'intelligence artificielle mais elle est plus distribuée, locale que personnelle ou personnalisée comme vous pouvez le faire chez Asimov. Est-ce que ça a un sens de parler est-ce que ça aurait un sens de parler d'inconscient d'un robot ou d'une machine? Ou est-ce que les objets que tu manipules sont parfaitement déterministes, maîtrisés et programmés? Alors j'aimerais bien qu'ils soient parfaitement déterministes et parfaitement programmés, mais voilà, comme tous les programmes que vous utilisez dans tous vos appareils, il y a parfois des soucis, ça ne marche pas comme on voudrait. Mais dans le principe, oui, on programme pour que ça fasse ce qu'on a demandé et rien d'autre. Après, moi, avant l'inconscient, déjà, je pensais à la conscience des robots. La première chose, c'est, voilà, quand on pense aux lois de la robotique, le robot, il doit juger, est-ce que ce que je fais, ça va faire du bien ou du mal à l'être humain? Est-ce que ça va... Et pour ça, ça veut dire que quand on donne un ordre au robot, il doit, en conscience, l'évaluer et dire, est-ce que ça, c'est bien ou est-ce que ça, c'est pas bien? Déjà, rien que ça, c'est très très compliqué. Déjà pour un être humain, quand on lui demande de faire une tâche, c'est parfois difficile d'évaluer si ce qu'on fait va faire ou non du mal à quelqu'un. Parfois on fait du mal pour un bien, c'est souvent ça que font les robots d'Asimov. Et donc déjà rien que le niveau de la conscience, et il y avait un chercheur français qui avait commencé à inventer une espèce de conscience, donc un programme qui tournait au-dessus des autres programmes du robot pour que le robot juge lui-même de ce qu'on lui demandait de faire. Alors ça fait... Voilà, c'est très intéressant d'un point de vue théorique. En revanche, d'un point de vue pratique, voilà, le robot ne devient plus vraiment un outil puisqu'on lui demande de faire quelque chose et le robot va dire wow, je n'ai pas vraiment envie, tu sais, non, ça me paraît pas être une bonne idée. Donc c'est le début de la fin, quoi. Si on commence à dire au robot c'est toi qui choisis si ce que je te demande c'est bien ou pas, on déresponsabilise complètement l'être humain. Et puis voilà, et donc là on va sans doute vers des ennuis. Alors après l'étape d'après, comment on coderait un inconscient dans un robot? Est-ce que ça pourrait être... Alors, ce qu'on aime bien faire, nous, en robotique, c'est de transcrire tous ces mots qui sont très, très humains et biologiques en des termes techniques. Par exemple, le sentiment d'un robot, une émotion d'un robot, c'est que son CPU chauffe pas trop, c'est que... Voilà, et donc, est-ce que son inconscient, ça pourrait pas être... voilà, il y a sa mémoire qui se remplit trop et du coup, il va oublier certaines choses qu'il aura vécues, ou alors au contraire, il va faire remonter dans sa mémoire des choses qui devraient être beaucoup plus négligées. Donc pour moi, ça serait plus de l'ordre du bug, en fait, cet inconscient. Et peut-être c'est ça d'ailleurs, peut-être que notre inconscient, c'est un gros bug au fond de notre cerveau, je sais pas. Asimov ne donne pas du tout de détails techniques. Un auteur comme Heinlein en donne un peu plus et joue souvent avec l'idée, par exemple dans Révolte sur la Lune, qu'à partir du moment où une machine atteint un niveau de complexité, par exemple un nombre de transistors
comparable à la complexité du cerveau humain. L'analogie qu'il va donner, c'est un nombre de transistors ou un nombre de processeurs comparable au nombre de neurones du cerveau humain. Apparaît ou d'abord, on n'est plus capable de prévoir complètement parce qu'on est, même si on est déterministe, on ne sait plus faire les calculs, on ne sait plus prévoir exactement ce que va donner une configuration donnée. Et d'autre part, on n'a pas d'idée claire de ce qui fait la conscience humaine et pourquoi pas, pourquoi les mêmes causes ne pourraient-elles pas produire les mêmes effets dans les machines. Est-ce que ça te semble une thématique purement imaginaire ou est-ce que peut y avoir une base technique derrière? Et d'autre part, est-ce qu'on se rapproche aujourd'hui de ce genre de limite? Est-ce que la complexité des robots ou des cerveaux électroniques, si on peut les appeler comme ça, se rapproche à quelques ordres de grandeur de celle des cerveaux humains? C'est très difficile à dire. Il y a eu, après d'abord il y a eu Deep Blue qui a battu Kasparov aux échecs. Après il y a eu un robot qui a gagné au jeu, Watson qui a gagné un jeu. Il a battu des êtres humains sur des jeux qui faisaient appel à de la culture. Et puis là, il y a récemment un bruit comme quoi un robot aurait passé le test de Turing. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est là. Donc on discute avec un robot et en fait il est impossible de distinguer si on parle avec un robot ou pas. Tout ça, pour moi, c'est de la quantité de calcul, en fait. Je pense qu'il manquera toujours une différence de nature dans ce qu'on arrivera à atteindre. Après, il y a une question de conviction profonde, pour ne pas dire de foi. Moi, je ne pense pas qu'un cerveau humain, ça ne soit que du calcul, quoi. Je crois qu'il y a vraiment autre chose, un souffle supplémentaire. Qui fait qu'on sort du calcul, ça veut dire qu'on a des intuitions qui viennent d'autre chose que du calcul, que des heuristiques, une possibilité de créer à partir de ce qu'on apprend, même si le robot apprenne de plus en plus. Voilà, je ne crois pas que la quantité de puissance de calcul arrive à la conscience et à tout ce qu'un cerveau humain est possible. Je pense que ce n'est pas juste une question de quantité. Évidemment, il calculera plus vite que nous, il projettera des choses beaucoup plus loin que nous, mais ça ne sera jamais que du calcul et sans cette créativité, ces dysfonctionnements qui nous arrivent à nous. Je pense vraiment que c'est une nature différente. Philippe, est-ce que c'est aussi ce que tu avais en tête quand tu parlais d'inconscient robotique? Non, pas du tout, parce que, reprenons un peu ce que disait Laurent tout à l'heure, je pense que l'auteur de science-fiction peut se permettre de mettre sous le tapis quelques vérités scientifiques absolument incontournables. Et donc, la grande différence des robots de Lothar Blues, c'est que ce sont des robots qui ont une intelligence biotique, c'est-à-dire que c'est un mélange l'informatique passe par un système de cellules, et non plus c'est un système de processeurs. Donc c'est complètement différent, c'est à partir de là, justement, qu'ils peuvent développer une mémoire virtuelle, et cette espèce de mémoire virtuelle qui développe et qui revient en eux, qui petit à petit va leur faire déclencher cet inconscient qui va absolument changer les données du problème. Je crois que l'avenir du robot, ça n'est quand même pas, enfin dans mon esprit, cette espèce de boîte en fer blanc de boue qui marche avec des pas saccadés. À mon avis, pour un auteur de science-fiction, on ne peut pas imaginer, à l'époque d'Asimov, c'est tout à fait normal de l'imaginer de ce point de vue, mais aujourd'hui, il est évident qu'on ne peut plus l'imaginer comme ça, puisque finalement, le robot tel qu'on peut l'imaginer, il sert surtout dans l'industrie, il n'a pas du tout de forme humaine, il a une utilité pour la production, et finalement, il n'a pas tellement besoin de ressembler à un être humain, puisqu'il peut exécuter des quantités de tâches que nous ne pouvons pas exécuter aussi bien que lui, avec une précision encore plus grande. Donc c'est pour ça que dans mon esprit, ces robots de l'avenir, donc c'est pour ça que je mélange tout ça un peu cyborg, android, robot, et c'est tout à fait différent comme concept. C'est un concept de biotique, c'est-à-dire d'intelligence artificielle à partir de cellules qui fonctionnent un peu comme des microprocesseurs, mais qui échangent des informations en permanence et donc avec une rapidité bien supérieure à celle de l'être humain. Ce qui passe, c'est qu'ils ont quand même été programmés un peu comme ceux d'Asimov, en particulier le héros de mon roman qui s'appelle Lothar, puis en hommage à Mandrake, puisque c'était l'ami de Mandrake. Et donc ce robot Lothar est un robot qui a éduqué mon personnage principal. Et finalement, un jour, une fois que le personnage principal a eu la capacité de se débrouiller dans la société, on a mis ce robot au rencard et il était dans
dans un garde-meuble, enfin un garde-robot. Et donc il va le retrouver, et petit à petit, c'est ça qui est intéressant, si vous voulez, c'est les rapports qui vont s'établir entre ce robot qu'il va réveiller, et qui va réveiller chez mon personnage principal des souvenirs enfouis de leur rapport lorsque ce robot, Lothar, lui a appris la vie. Et voilà ce qui change complètement dans les données du problème. Sauf que ça n'est pas du tout un être humain, ça n'est pas un extraterrestre, c'est véritablement une créature artificielle qui a été programmée et donc à partir de laquelle on peut quand même espérer obtenir des résultats selon les ordres qu'on lui donne, mais en même temps qui peut développer des particularités qui font qu'entre l'homme et le robot peuvent se produire, c'est un peu le thème de mon roman, des rapports qui sont des rapports pratiquement d'égal à égal sans que l'un soit perturbé par l'autre.